Ken, j'ai une urgence avec un patient. Mon père a disparu, nous venons de fouiller la propriété, c'est une petite ferme et je viens de trouver quelque chose près de la ferme J'ai été déployé en Irak, je sais à quoi ressemblent les corps brûlés et ça ressemble à un corps. Quand le patriarche de la famille Ferris disparaît, ses enfants partent à la recherche de réponses. Mais ce qu'ils découvrent est impensable. Le corps de leur père sur le tas où l'on brûle les déchets de la propriété. Cette affaire a connu un de ces rebondissements qui n'arrivent pas très souvent. Tout paraissait parfait dehors, mais c'était le chaos dedans. Elle a dit aux forces de l'ordre de s'y intéresser, Scott. Mon avis personnel, j'ai été plus bouleversé après la mort de son chien. Voilà ce qui arrive quand on laisse une assiette, qu'on oublie de la monter à l'étage. Une petite crise de colère. J'aurais aimé avoir un dîner ce soir, et c'était 6 pour moi. Donc je suis sûr que je vais me sentir mal d'ici quelques minutes, mais on verra. Inutile de vous demander si Gary a été assassiné. Quand on resserre le cercle dans une affaire comme celle-ci, la réponse à la question « qui a fait le coup ?» se trouve juste là. Il est impossible de raisonner avec lui. Brûle-le ou meurs, essaie d'essayer. Alpharetta, en Géorgie, est une localité très calme et pittoresque. C'est une ville aisée. Ce qui est bien, c'est que c'est assez proche pour que les gens aillent travailler en voiture dans le centre-ville d'Atlanta. Il y a de grandes maisons, de grands terrains et même quelques fermes d'agrément, comme la propriété Ferris. Gary et Melody Ferris ont tout fait comme il faut. Ils ont élevé 4 enfants, Chris, Scott, Emily et Amanda. Et quand ces enfants ont grandi, ils ont décidé de plier bagages et de s'installer dans leur ferme à l'extérieur d'Atlanta. Ils peuvent désormais profiter de leurs années sans enfants à la maison, bâtir ce nouveau chapitre ensemble et créer un lieu idéal pour accueillir leurs petits-enfants. Ils avaient acheté la propriété auparavant et ils essayaient simplement de s'y installer. Scott avait un accord avec son père pour travailler sur la propriété. Scott Ferris vivait dans la grange qui se trouvait à environ un terrain de football et demi, voire 2, de la résidence principale. Melody et Gary Ferris vivaient dans la maison principale. C'était une maison à 2 étages et ils avaient plusieurs animaux, beaucoup de chèvres, quelques chevaux. Je veux dire, c'est vraiment une belle propriété. Il y a environ 4 hectares. T'as déjà vu un magazine Southern Living? C'est à ça que ressemble cette maison. Je me souviens du jour où je les ai aidés à emménager et c'était difficile de me concentrer sur le déménagement parce que j'étais tellement excité. Nous en avons tous beaucoup profité. J'adorais y aller pour voir les animaux. Nous y avons passé de très bons moments. Mais ensuite, quelque chose change. Gary Ferris, l'homme que ses proches appelaient affectueusement Big Daddy, disparaît. On ne l'a pas vu depuis des jours. Personne ne l'a vraiment signalé comme disparu. La dernière fois que quelqu'un a vraiment eu de ses nouvelles, c'était Chris, quand il a amené sa fille Addison à la ferme le 3 juillet pour passer quand ils sont arrivés en ville. Je l'avais déposé. 10 minutes après, elle m'a appelé. On trouve pas Big Daddy. Et j'ai dit d'accord, alors je l'ai appelé et je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. J'appelais souvent mon père, mais ça tombait toujours sur la messagerie. Il n'était pas sur son téléphone comme les autres. Donc ça m'a vraiment pas paru étrange. Il est passé en début de soirée et il est resté peut-être 1 heure ou 2, puis il est reparti à Buckhead avec Addison. Personne n'avait eu de nouvelles de lui le 4 juillet. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ma sœur m'a appelé en disant « On le trouve pas et sa voiture est là ». Et quand elle a dit que sa voiture est là et que ses clés sont là, c'est là que j'ai commencé à paniquer parce que je partais jamais nulle part sans prendre sa voiture. Alors, je suis arrivé à la ferme, j'ai remonté l'allée et ma mère et ma sœur étaient assises sur les marches devant la maison. Je
Je me souviens juste avoir pensé, qu'est-ce que tu veux dire, il a disparu? Genre, t'es là? T'as été là tout le temps? Comment pourrait-il avoir disparu? Et j'ai tout de suite commencé à chercher. J'ai sauté sur le quad. Je suis monté jusqu'à la grange. J'allais fouiller chaque centimètre de cette ferme pour m'assurer qu'il n'était pas, vous savez, allongé quelque part dans le pâturage. J'ai demandé à ma sœur d'appeler tous les hôpitaux, vous savez, parce que s'il lui était arrivé quelque chose, s'il avait commencé à se sentir mal, peut-être qu'il avait appelé une ambulance ou quelque chose comme ça. Je cherche. Mon frère commence à chercher. C'est là que ça m'a frappé. Mon Dieu! Il m'a dit le 3 qu'il préparait ce tas pour y mettre le feu. Souvent, dans les propriétés rurales, surtout les grandes propriétés, les gens rassemblent des choses comme du bois, de vieux matériaux de clôture, des chutes de bois, parfois des déchets, et ils laissent ces objets s'accumuler. Ensuite, ils mettent le feu à ces grands tas et laissent brûler les déchets de bois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ils peuvent être dangereux. Un peu de vent peut suffire à provoquer des étincelles et à mettre le feu aux environs. Il travaillait sans cesse. Son truc, c'était d'allumer des feux. J'ai dit, Gary, il fait sec comme de l'amadou dehors. Et puis j'ai dit, s'il te plaît, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le brûle pas, parce qu'il n'y a aucun moyen de raisonner avec lui. Brûle-le ou meurs en essayant. Je suis descendu en voiture jusqu'à ce tas à brûler et j'ai regardé, j'ai rien vu. Ça avait juste l'air de couver, mais rien d'inhabituel. Et mon frère a pris un bâton et a commencé à remuer des trucs. Il m'a regardé et il m'a dit « Tu dois foutre les gosses dehors d'ici. » J'appelle le 911. Il faut aller à Katmandou, une décision pour une urgence médicale. Mon père a disparu. Nous venons de fouiller la propriété. C'est une petite ferme et je viens de trouver quelque chose près de l'étang qui ne... Il brûlait des broussailles. Maintenant, il y a des choses dans le foyer. Ça pourrait être lui, je sais pas. D'accord, quel est votre nom? La prière de Dieu. Celui de votre père? Oui, monsieur. Maintenant, je vous appelle pour dire que nous avons marché partout pour le chercher. Et je suis allé là où le feu fume encore. Et je suis un ancien militaire. J'ai été déployé en Irak. Je sais à quoi ressemblent des corps brûlés. Et ça ressemble à un corps. Quand ils ont reçu l'appel, ils pensaient que quelqu'un avait peut-être eu un problème de santé et était tombé dans le feu. Il a passé 3 jours à l'hôpital, mais ses malaises durent depuis des années. Et il parle. Son élocution devient très confuse. Sa coordination motrice devient très mauvaise. Il trébuche. Je suis revenu à ce tas à brûler. Et c'est là que j'ai vu voir le crâne de mon propre père dans un tas à brûler était l'image la plus horrible possible. Les dossiers dentaires montrent que le corps retrouvé dans l'incendie était bien celui de Gary Ferris. Quand ils ont vu l'état des restes de Gary, ils ont su à ce moment-là que ces restes étaient restés dans ce feu pendant très longtemps. Gary Ferris était un homme très imposant. Vous savez, il mesurait bien plus d'1,80 m, probablement autour de 135 kg. Au final, on parle probablement de moins de 25 kg qui ont été retrouvés, ou quelque chose comme ça. Mais il est resté principalement quelques ossements. Une anthropologue est arrivée et a aidé à traiter la scène. Il y avait un ensemble de côtes, environ 2 ou 3 côtes, qui ont été retirées du feu. Et il s'est avéré qu'il y avait une balle entière, même pas un fragment, une balle entière coincée entre 2 côtes dans les tissus. Ils ont pu déterminer que la mort avait été causée par une blessure par balle à la région thoracique, la poitrine, avec la balle logée dans la côte. Et ils ont pu déterminer que le décès a été classé comme un homicide. Cela a tout changé sur les lieux ce jour-là. Ils savaient que ce n'était certainement pas un accident. C'était la scène d'un meurtre. Une scène de crime n'est généralement jamais un seul endroit. Dans ce cas, ce n'est pas seulement le tas de brûlage, c'est toute la propriété Farish que les détectives doivent examiner. Ils savaient qu'il y avait une maison à proximité. Ils ont décidé d'élargir cette recherche. Ils se rendent à la maison et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était très révélateur. À l'intérieur de la maison, ils trouvent une traînée de sang partant de la cuisine, descendant les marches et menant au sous-sol. Et ils trouvent non seulement une traînée de sang, mais aussi un projectile de balle sur le sol près de l'ottomane. Des analyses ultérieures ont révélé que le sang, l'ADN sur ce projectile, était celui de Gary Ferris. Nous savons qu'il y avait une balle dans son corps et nous savons aussi qu'il y en avait une qui l'a traversé de part en part avec son ADN dessus. Un projectile trouvé au sous-sol confirme qu'il a été touché par balle au moins 2 fois.
Gary et Melody Ferris n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient amoureux depuis le lycée. Ils étaient mariés depuis 38 ans. Ils ont bâti cette vie ensemble. Quand ils étaient jeunes, ils étaient très amoureux. Ils faisaient presque tout ensemble. On a grandi dans un foyer chaleureux. Mon père était quelqu'un de très facile à vivre. Il voulait partager sa sagesse, mais il voulait que nous, les enfants, trouvions notre propre chemin. Il savait que la clé d'une bonne vie, c'était une bonne éducation. Donc, il était vraiment passionné par notre éducation, c'est certain. Il était un avocat prospère en immobilier commercial. Il était associé dans son cabinet et il était très respecté et tous ses clients l'adoraient. Des années avant tout cela, l'Association américaine du diabète l'a distingué en tant que père. Et sa famille a même créé cette vidéo pour honorer ses réalisations. Mon mari est très spécial parce qu'il a toujours été là pour moi et mes enfants. Il a été très patient avec nous. Il est responsable, travailleur, intelligent, drôle, talentueux. Quand je lui ai annoncé mon engagement dans l'armée, je me souviendrai toujours de sa fierté. Le mot père signifie simplement, vous savez, ça veut dire être là quoi qu'il arrive, être. Il y a vraiment impossible de parfaitement le décrire pour quelqu'un qui en est un. J'aime penser que j'accepte ceci au nom de tous les pères qui travaillent jour après jour et qui essaient d'apprendre à leurs enfants la différence entre le bien et le mal, à être responsables et à être de bons citoyens de ce pays. Dieu sait qu'on a besoin autant de gens comme eux que possible de nos jours. Et j'aime penser que j'ai fait ma petite part. Les apparences sont souvent trompeuses. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'elles étaient? C'était une famille qui parlait pas de nos problèmes ni de nos soucis. Tout semblait parfait dehors, alors qu'à l'intérieur régnait le chaos. Les finances étaient un gros problème dans ce mariage. Les dépenses exubérantes et exorbitantes de Melody. Gary était un avocat à succès. Il gagnait un bon salaire et il semble que la famille dépensait ce salaire. Gary ne permettait pas à Melody d'avoir une carte de crédit. Il ne mettait pas son nom sur les comptes. Gary a envoyé un message concernant Melody, Scott et Chris. Et tout dépensait l'argent de Gary, Melody en particulier. Il lui a dit « Tes dépenses extravagantes doivent cesser ». Mais alors que les détectives poursuivent leur enquête, ils réalisent que ces soucis financiers ne sont que la partie visible de l'iceberg. Autre chose provoque aussi des tensions dans la famille. Ma mère a décidé d'être infidèle et a eu une liaison avec un homme nommé Ted Wiley. Cela a causé beaucoup de tensions dans la famille, non seulement entre mes parents, mais aussi entre nous et ma mère. Elle est revenue vers mon père après qu'il ait demandé le divorce. Finalement, c'était une relation fondée sur l'acceptation qu'ils allaient mener deux vies séparées. Ils étaient comme deux navires se croisant la nuit. Elle vivait au rez-de-chaussée avec la cuisine principale. Le deuxième étage servait de chambre d'amis pour les petits-enfants et la famille. Et puis il y avait l'étage du bas, qui était le domaine de Gary. Et lui, pour ainsi dire, il vivait là-bas. Il travaillait là-bas, il traînait là-bas et il dormait là-bas, avec un appareil de PPC. Pendant ce temps, Melody a sa propre théorie sur la raison pour laquelle cette famille se désagrège, allant même jusqu'à désigner un de ses propres enfants. Scott, qui vit près de notre grange, il n'a pas travaillé depuis son retour d'Irak, sauf pendant une très courte période. Je ne peux pas le forcer à travailler, ni le forcer tout court. Et j'ai dit, Gary, donne-moi 35 samedis. Et j'ai dit, Gary, il doit travailler. Il a dit, eh bien, toi, tu ne travailles pas? Il profite pleinement de la vie. Et tu sais, j'ai dit, il faut que j'aie de l'aide. J'ai dit, si tu le fais pas, je vais te mettre dehors. Tout son argent venait directement de son père. En fait, il en voulait à ce point qu'il parlait de la propriété comme de la sienne. C'est ma propriété, c'est ma maison. Mon frère travaillait à la ferme au lieu d'avoir un emploi normal. C'était un travail à plein temps, mais mon frère dépensait pas des sommes exorbitantes ou quoi que ce soit. Mon frère travaillait à la ferme et traînait avec ses amis de temps en temps. Il n'achetait pas de voiture neuve. Rien de tout cela n'était vrai concernant mon frère qui vivait au crochet de mon père. Et quand les détectives parlent avec Melody, il est assez clair à quel point elle en veut à Scott. Elle a commencé à dire aux forces de l'ordre de regarder du côté de Scott.
Lui et Scott se disputaient assez violemment. Ensuite, ils en venaient aux mains pour des broutilles, parce que Gary était tellement pointilleux sur tout. Scott est canon. Je veux dire, il est beau et a un sacré tempérament. Il n'y a aucun doute. Il est vraiment très colérique. J'aime à penser que Scott n'aurait jamais rien fait. Donc, les détectives entendent ce qu'elle dit à propos de Scott, mais ils veulent aller un peu plus loin. Donc, tu as été la dernière à voir Gary vivant mardi soir. C'est ça. As-tu entendu des coups de feu? Non, mais il y avait plein de... des feux d'artifice, des pétards et toutes sortes de trucs comme ça. Rappelle-toi, c'est autour de la fête du 4 juillet. C'est une communauté rurale. Il n'est pas surprenant qu'il y ait ces célébrations bruyantes, mais assez bruyantes pour que tu n'entendes pas des coups de feu chez toi. Ils entraient dans la maison, tiraient dans différentes pièces et enregistraient le son partout dans la maison. Les résultats de ces tests ont amené les détectives de la police à penser que Melody Ferris n'était pas honnête lorsqu'elle disait qu'elle n'avait rien entendu. Ils pensent que quelqu'un dans cette maison aurait entendu les coups de feu au moment où ils ont eu lieu. Voilà le truc. T'étais à la maison. C'est ça. T'étais la seule personne qui était à la maison. C'est ça. Avec Tom Murray. C'est ça. Des preuves trouvées chez vous montrent que vous auriez entendu quelque chose. Il est presque impossible que vous n'ayez rien entendu. Je ne te ferai jamais de mal. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas demandé ça. Nous avons trouvé du sang. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Je ne savais rien à propos du sang. Rien. Il lui est arrivé quelque chose. Comment est-il mort? On vous a dit comment il est mort, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons simplement supposé, quand Scott a dit « ce sont des restes humains dans ce feu ». Vous a-t-on dit comment il est mort, ce que nous avons trouvé? Il m'a dit qu'il y avait eu un tir ou quelque chose comme ça, une balle dans la côte. Que cela vous indique-t-il? Une blessure par balle? Mais le problème, c'est qu'il n'y a presque aucun moyen de. Dans ce monde, que tu n'aies rien vu, rien entendu ou rien su. Et quelqu'un se fait tirer dessus, a été déplacé et a brûlé à 10 mètres de la fenêtre de ta chambre. Je ne sais rien. Mais la nuit du 3, la seule personne présente jusqu'à 23h30 était Disney. Oui, et puis après ça, t'étais toujours là. Son corps a été brûlé dans ce foyer. Et si je te disais qu'on a trouvé des preuves qu'il y a eu un tir dans la cave, je ne dis pas qu'il a été abattu là-bas. Je dis simplement que des preuves suggérant qu'il a été abattu ont été trouvées dans la cave. Dans ma cave. Je serais très surprise. Sarah Supri. À l'intérieur de ma maison? Oui, madame. Absolument. 100%. Du sang est présent aux 2 niveaux et dans votre cuisine. Dans ma cuisine? Absolument. Je n'aurais jamais emmené mes enfants faire ça avec de l'électricité statique. Mon papa est mort quand j'avais 36 ans. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Il existe dans la loi des dispositions pour ce qui survient soudainement, comme les crimes passionnels. Comme des choses qui sont tellement bouleversantes que les gens réagissent sans réfléchir. Tout cela est prévu par la loi. Je veux dire que je ne comprends vraiment pas que vous ne sachiez rien. Ne correspond pas aux preuves que nous avons. Et nous examinons toutes ces choses ensemble et toute la somme des éléments nécessaires pour déplacer un homme de 1,85 m pesant 135 kg. Et tu dis simplement, j'étais toujours à 3 mètres. Je peux rien te dire. Ça ne colle tout simplement pas. Je suppose qu'à ce stade, engager un avocat en ce moment, je n'avais rien à gagner. Par sa mort, j'avais tout à perdre. Absolument tout. Taliesin, oui. J'avais des soupçons, sans certitude. Je voulais juste la vérité, peu m'importait qui l'avait tué. Je voulais savoir. Et quand ma mère et l'avocat qu'elle venait d'engager me l'ont dit, tu ne peux pas parler du tout à la police, je ne comprenais pas vraiment pourquoi on n'essaierait pas d'aider la police à résoudre ce crime. Pour moi, ça n'a aucun sens. Les 2 fils de Farah, Chris et Scott, ne restent pas inactifs. Ils vont voir les enquêteurs pour obtenir des réponses. Évidemment, ma mère avait engagé un avocat, et puis cet avocat. Il ne parlait à personne. Laissez-moi m'en occuper. Eh bien, vous savez quoi? J'en suis arrivé au point où je sais que je veux savoir ce qui est arrivé à mon père. Au cours de l'année passée, les disputes entre eux deux sont devenues de pire en pire.
Et les remarques, ma mère, mon père ne parlait jamais. Il n'a jamais rien dit de négatif sur ma mère, sauf à propos du fait qu'elle sortait et dépensait tellement d'argent pour des choses. Mais ma mère, par contre, mec, je ne peux pas te dire combien de fois je l'ai entendu dire. J'ai hâte du jour où je n'aurai plus à vivre avec lui. J'aimerais que tu fasses une crise cardiaque et qu'il meure. Il savait beaucoup de choses sur la relation entre Melody et Gary. Il était aux premières loges pour voir la fin de leur mariage. Scott avait déclaré aux forces de l'ordre que sa mère s'était tellement mise en colère contre Gary tout récemment avant le meurtre, alors qu'ils étaient dehors. Et elle a sorti une assiette que Gary avait oublié d'apporter à la cuisine. Elle a claqué cette assiette et a crié quelque chose comme « J'ai hâte qu'il parte. J'ai hâte qu'il soit mort. » Nous avons trouvé une vidéo du 2 juillet, qui était la veille du meurtre, où il a filmé les restes de cette assiette cassée. Voilà ce qui arrive quand on laisse une assiette et qu'on oublie de la monter à l'étage. Une petite crise de colère. J'aurais aimé avoir un dîner ce soir, et c'était 6 pour moi. Donc je suis sûr que je ne vais pas me sentir bien d'ici quelques minutes. Mais on verra. Il croyait qu'elle l'empoisonnait. La vidéo qui a été trouvée sur le téléphone de Gary Farris a été un élément déterminant dans cette enquête. C'était important parce que la police avait resserré la chronologie du moment où elle pense que Gary Farris est décédé. Et il pense que le dernier jour de Gary Farris sur cette planète était le 3 juillet 2018. Ses fils et moi la connaissons depuis plus de 30 ans. Selon vous, comment une personne dans sa situation devrait-elle agir et comment a-t-elle agi? Est-ce cohérent? Exactement, ouais. Alors, mais abordez cela sous ces deux angles et dites-moi ce que vous ressentez. Je veux dire, à partir de jeudi, mon avis personnel, je l'ai vu plus bouleversé quand son chien est mort. Son comportement, ça ne semble tout simplement pas normal pour une veuve en deuil. Les détectives reviennent sans cesse à cette réalité incontournable. Gary Farris était un homme imposant. Il pesait près de 300 livres. Melody Farris, 59 kilos. Il n'existe aucun scénario dans lequel elle aurait pu déplacer son corps toute seule. C'est donc ce qui amène la police à penser qu'elle a peut-être eu de l'aide pour déplacer son corps. La police a dû commencer à examiner différentes théories sur la façon dont le corps est passé du sous-sol à ce tas de brûlage. L'un de ces engins est un tracteur. Le fils, Scott, faisait le tour de la propriété avec les détectives de la police. Et il a remarqué quelque chose de très différent. Il y avait un tracteur qui est habituellement garé à l'intérieur d'un hangar, mais le tracteur avait été déplacé et garé à l'extérieur de ce hangar. Et Scott a dit à la police que c'était inhabituel. Ce tracteur n'était jamais garé à cet endroit. Ta mère conduit-elle bien ce tracteur? Elles m'ont demandé de lui apprendre à l'utiliser au début du printemps. Et elle aurait été capable de le faire. Franchement, ce tracteur était si simple à utiliser, je pourrais apprendre à ma nièce de 13 ans à l'utiliser. Tu crois que ta mère peut vraiment faire ça? Oui. Maintenant, les enquêteurs se sont tournés vers Scott, qui vivait sur la propriété. Et dans une enquête pour homicide, surtout lorsqu'ils pensent que Melody a dû avoir de l'aide pour déplacer le corps de Gary, ils doivent établir cette chronologie. Tu arrives vers 11h30 et rentres à la maison. Oui. D'accord. Tu l'as parlé au téléphone? Elle venait de m'appeler peut-être 45 minutes avant ça pour me dire que les chevaux s'étaient échappés. Et j'ai dit, d'accord. Eh bien, je suis sur le point de quitter la maison au bord du lac. J'arrive dans un petit moment. Elle me dit, eh bien, je les ai déjà récupérés. Je suis en train de les ramener. Je viens juste de fermer le portail et tout. Ce que j'ai aussi fait après, tu sais. Après que tout cela se soit passé, assis là, à y penser. Je me dis, bon, toutes les autres fois où les chevaux se sont échappés, elle m'a supplié de rentrer à la maison pour les faire rentrer. Je suis rentré à la maison, et quand je suis arrivé, j'ai vu le feu dans les bois. Et je savais qu'elle était déjà debout parce qu'elle venait de m'appeler, tu sais, 30-45 minutes avant ça. Alors je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. Alors je suis monté à la grange et j'ai vérifié tous les animaux et tout. Puis je suis monté à mon appartement. Et je suis allongé sur le canapé et elle m'a enfin rappelé. Quand je réponds, je dis qu'il a choisi de brûler l'étang aujourd'hui. Elle a répondu oui et il est parti en le laissant. Mais ensuite, Scott a mentionné quelque chose. Une arme à feu a disparu de la maison. Et pas n'importe laquelle en plus. Une arme qui correspond aux preuves balistiques retrouvées sur la scène du crime. Il explique aux forces de l'ordre que le fournisseur de câbles était venu quelques semaines plus tôt pour une installation. Vous savez de changer quelque chose.
et qu'il cherchait la télécommande, a ouvert un tiroir et a vu essentiellement un revolver nickelé ou argenté dans un étui noir. Pouvez-vous nous décrire à nouveau cette arme, du mieux que vous vous en souvenez? C'est pas, je veux dire, dès que j'ai ouvert le tiroir, n'importe quel gars qui se connaît en armes saurait que c'était un 38 à canon court. C'était, vous savez, comme un revolver plus petit. Le 5 juillet, il vérifie l'endroit où il affirme que l'arme était, mais elle a mystérieusement disparu. Il a fallu beaucoup de travail pour retrouver ce 38. Les magasins de pré-surgage ont été fouillés. Des détecteurs de métaux ont été utilisés sur la propriété. Il y avait un petit lac sur le terrain. Ils ont envoyé des plongeurs dans le lac. Toutes ces pistes se sont révélées à être des impasses. Si c'est un de ses ex-petits amis qui est venu faire ça et qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, tant mieux. J'espère que vous le trouverez. Super. Mais si c'est elle qui a fait ça et qu'elle s'en sort parce que vous n'avez pas trouvé ce qu'il fallait, alors je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Je reconnais avoir été nerveux quand je le voyais dans vos yeux. Je suis rentré le soir et je suis célibataire. Je n'ai pas, vous savez, de petite amie ou de femme. Lui, vivant sur la propriété et sachant ce qu'il savait, il devait bien sûr être une personne d'intérêt pour les forces de l'ordre, même un suspect. Les seules balles sur la propriété se trouvaient toujours là où Scott résidait, à la grange. Son explication à ce sujet est que, une partie des munitions dans ma table de nuit venait de mon grand-père et ces balles aléatoires. Même si ce n'étaient pas les balles qui correspondaient à celles qui ont tué Gary, elles étaient importantes pour montrer qu'il tire effectivement avec des revolvers. Ce sont des balles qui auraient été utilisées dans des revolvers. Il était catégorique. Je n'ai pas de revolver, je ne tire pas avec des revolvers. Mais nous avons trouvé des vidéos, juste sur Facebook, de lui, à seulement quelques mètres de l'endroit où le meurtre aurait eu lieu. On le voit tirer, façon militaire, de façon tactique avec un pistolet. Il avait une longue expérience, c'était un vétéran. Il savait tirer. Il n'y avait vraiment aucune preuve que Melody savait tirer ou savait utiliser une arme à feu. Partout où nous regardions, nous découvrions des mensonges de Scott. C'était un homme corpulent lui-même. Il aurait facilement pu déplacer ce corps. Il avait accès à la propriété, il avait accès au tracteur, il avait accès à Gary. Alors les détectives de la police ont amené Scott Ferris et lui ont parlé pour découvrir exactement ce qu'il savait et dans quoi il avait pu être impliqué ou non. Devine ce que beaucoup d'autres personnes disent? Comment la petite Mélodie a-t-elle pu le déplacer? Une grosse vieille bière. Ouais, comment tout ça s'est-il passé? Tu es le seul à avoir vu cette arme. Tu es le seul à avoir parlé de l'arme. Tu es le seul à être au courant. Tu le savais depuis des semaines et tu n'en as jamais parlé à personne d'autre. Ton père est dans un incendie. On sait même pas si Tommy a été blessé par balle. T'essaies de nous aider puis de nous orienter dans une certaine direction. Je voulais simplement vous informer que je n'ai pas découvert qui a fait ça à mon père. Surtout après ce que tu m'as dit la nuit où il a été blessé par balle. Il a trouvé l'arme. Tu savais où était l'arme. Tu nous as parlé de l'arme. T'as la carrure pour pouvoir, gérer ce genre de choses. C'est autre chose. J'essaie de comprendre comment elle a pu le déplacer. Les faits que nous avons, c'est que probablement ta mère a tué ton père, puis t'a demandé de rentrer à la maison. Pourquoi l'aider à le déplacer? Non. J'aurais appelé le 911 sans hésiter. Rien que parce que la mort de mon père me tue. Et il n'y a aucune chance que j'aurais pu l'aider à faire une chose pareille. Pas une seule chance, jamais. J'aime mon père plus que tout. Il était mon modèle. Elle voulait juste monter dans le camion. Si tu rentrais à la maison et que tu tombais dessus, et qu'elle te menaçait. J'aurais appelé dès la seconde où je l'aurais découvert. Il n'y a aucune chance que j'aurais passé le reste de ma vie à l'aider pour quelque chose qu'elle a fait. À 35 ans, tu devais demander de l'argent à ton père. Est-ce que ça m'a rendu malade ou, je veux dire, en tant que personne? Ouais, je veux dire, j'ai 35 ans, je viens juste de sortir de l'armée, et ouais. Mais j'en suis fier quand même. Donc maintenant, ça t'affecte. Tu dois aller trouver un travail. Subvenir vous-même à vos besoins. Vous ne pouvez plus vivre à la ferme. Et quoi d'autre, tu sais, ça te change radicalement. Ta vie change. Ton argent est parti. Je veux dire, je le savais. Je veux dire, d'abord, si j'avais quoi que ce soit à voir avec ça, je sais que je n'aurais pas.
Aucun argent à en tirer. Même maintenant, après tout ça, je m'en fiche toujours de l'argent. Non, ça ne m'importe pas. Seule une chose compte. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu savais que si tu avais quelque chose à voir avec ça, tu ne toucherais pas l'argent ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle la bénéficiaire. Mélodie, tous ceux-là sont bénéficiaires normalement quand l'un des époux meurt. Tout revient à l'autre, non? Oui, mais il aurait pu y avoir un accord entre toi et Mélodie. Je te fais entrer dans le coup, je garde le silence. Aide-moi à faire ça. Non. Non. J'ai toujours dit que je n'ai jamais fait confiance à ma mère. Jamais. Aucune chance, jamais. Je ne l'ai aidé en rien dans tout ça. Qui l'a aidé? Je veux aussi appeler un autre agent. Est-ce que ta mère va pouvoir fournir des preuves que tu étais impliqué dans ça? C'est impossible qu'elle puisse en fournir parce que j'étais pas là. Et j'étais pas impliqué là-dedans. Donc, non, y a rien. Et si je dois le faire, je ferai tout ce qu'il faut. Donc si je dois passer des tests au détecteur de mensonges ou quoi que ce soit d'autre, je serai plus qu'heureux de le faire. Effectivement, Scott Ferris est amené pour un test au détecteur de mensonges et les enquêteurs sont sur le point de découvrir exactement ce qu'il sait sur ce qui est arrivé à son père. Je vais te faire passer ton test au détecteur de mensonges aujourd'hui. As-tu déjà passé un test au détecteur de mensonges auparavant? Non, madame. Le test commence. Restez immobile, s'il vous plaît. Sur la mort de Gary, comptez-vous répondre honnêtement à chaque question? Oui. Avez-vous participé de quelque manière que ce soit à la mort de Gary? Non. Avez-vous tiré sur Gary? Non. La véritable question concernant le meurtre, la spécialiste du polygraphe n'a eu aucun problème avec sa réponse à cette question. Aucune preuve ne montrait son implication. En tant que procureur, je me base sur les preuves. Les résultats du polygraphe de Scott semblent concluants. Il dit la vérité. Mais les enquêteurs doivent faire toutes les vérifications nécessaires pour l'écarter officiellement une bonne fois pour toutes. Et ils doivent le faire avec des preuves concrètes et irréfutables. Lorsque nous avons recueilli les données de son appareil CPAP, nous avons fini par obtenir ces données et avons pu montrer un schéma de comportement indiquant à quelle heure Gary allait se coucher chaque nuit. Et il allait se coucher entre 23h30 et 1h du matin. Il s'allumait toujours à un moment donné pour le nombre d'heures pendant lesquelles il dormait. Les données se sont simplement arrêtées le matin du 3. Donc, il n'a jamais été rallumé ce soir-là, ni aucun autre soir par la suite. Donc, d'après la machine CPAP, nous avons pu déterminer qu'il a été assassiné dans la nuit du 3. La localisation GPS du téléphone de Gary était significative parce que le matin du 4, vers 6h15, 6h17, le téléphone de Gary se déplace de la maison jusqu'au tas de déchets à brûler. Nous savons que Mélodie est seule chez elle. Donc, Mélodie doit avoir le téléphone de Gary. C'était une preuve importante qui montre que lorsqu'elle était seule, elle devait avoir le téléphone de Gary. Parce que nous savons que Gary était mort. Ce qui est pertinent à ce sujet, c'est que les données montraient aussi que le téléphone de Scott Ferris était également absent. Scott Ferris a dit qu'il était avec des amis ailleurs. Les données confirmaient cela. Les données montraient que Mélodie Ferris était la seule personne sur la propriété au moment où ce téléphone bougeait. Mais c'est ici que l'enquête prend un tournant dramatique. Mélodie Ferris, la veuve éplorée, avait un amant, un partenaire romantique secret. Ce gars s'appelait Rusty Barton. Dans son sac à main, elle avait une carte de débit, une carte bancaire et une carte de crédit au nom de Roy Barton. Les forces de l'ordre ont finalement découvert que Roy Barton était en réalité Rusty Barton. Mélodie a commencé sa relation avec Rusty à l'insu de beaucoup de gens, de presque tout le monde. Et cette relation a continué jusqu'à ce que Gary soit tué. Cela a causé beaucoup de problèmes, comme il se doit. Ma mère détestait mon père, et mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher d'avoir ses aventures. Ils ont cherché des maisons. Il y avait beaucoup de préparatifs entre eux deux. Et je pense pas que c'était seulement idéaliste. Je pense que c'était une préparation concrète. Le fait que Gary ne soit plus là faisait partie de ce plan. Donc, je pense qu'elle voulait que cela se réalise et elle en avait assez d'attendre que ça arrive, alors elle l'a simplement fait elle-même. Au début, Mélodie Ferris a dit à la police que sa liaison s'était terminée environ 1 an avant le meurtre de Gary Ferris. Cependant, elle a déclaré qu'elle tenait toujours à lui et qu'ils se parlaient de temps en temps.
Melody et Rusty se sont appelés plusieurs fois dans la nuit du 3 juillet, qui est la nuit où Gary est mort. Et l'un de ces appels a eu lieu à 2 heures du matin. Ils n'avaient jamais parlé aussi tard, jamais. La durée de l'appel était également significative. Alors la police a retrouvé Rusty Barton et ils l'ont confronté directement à propos de sa relation avec Melody. Le 28 juin, vous avez dans l'historique de recherche de votre téléphone une recherche d'alliance, de mariage. Pour qui maniez-vous cette recherche? Probablement Mélodie, parce qu'on avait parlé de, vous savez, si jamais on se mettait ensemble, si jamais on devenait un couple, qu'on porterait une simple alliance en or. C'est ce dont on avait parlé, qu'on en porterait une. Que nous soyons légalement mariés ou non. 7 jours avant que son mari soit retrouvé assassiné, vous examinez les masques de mariage de cette femme. Il n'y a plus de Mélodie. Il n'y a plus de Rusty et Mélodie à partir de maintenant. Gardez à l'esprit que la police ne savait toujours pas comment Melody Ferris avait transporté le corps de Gary Ferris de la maison jusqu'au tas à brûler. Ils doivent enquêter. Ces amants de Melody Ferris est-il impliqué d'une façon ou d'une autre? Les données GPS placent Rusty Barton dans le Tennessee au moment du meurtre. Mais il se plonge dans l'enquête et se demande quel rôle exact l'amant Rusty Barton a joué. Alors ils interviennent et menacent d'engager des poursuites pour complot contre Rusty Barton s'il ne coopère pas à l'enquête de police. Le complot est un acte qui peut avoir lieu avant ou après le crime. C'est donc une accusation raisonnable que la police a lancée à Rusty Barton pour obtenir sa coopération. Cette conversation a fini par porter ses fruits. Je crois qu'il n'y a eu qu'une conversation. C'est ce que vous cherchez. Probablement la dernière minute de la dernière conversation. Elle a dit, Gary est dans le tas à brûler. Non, elle a dit qu'il est dans le tas à brûler. Et j'ai dit, quoi? Et elle a dit, il est dans le tas à brûler. Et j'ai dit, ne dis pas un mot de plus et ne me dis rien parce que j'ai pas besoin de savoir. Et c'est tout. Que pensais-tu quand elle a dit qu'il était dans le tas à brûler? Qu'il y était pour quelque chose. Oui. Qu'il était mort et Parce qu'il que je ne brûlait pense dans la pas, maison oui, incendiée. qu'il était mort et qu'il brûlait. Cette déclaration a été faite lorsque ses restes ont été retrouvés. Donc évidemment, si cela a été dit dans la nuit du 3 au 4, c'est très incriminant puisque ces restes n'ont été trouvés que le 5 juillet. Cela montre qu'elle savait qu'il était réellement mort et qu'elle était la seule présente à ce moment-là. La police et le procureur n'ont jamais inculpé Rusty Barton d'un crime. Rusty Barton aurait vu la lumière après cet interrogatoire difficile mené par les détectives de la police. Donc à ce stade, il a dit à la police qu'il serait prêt à enregistrer les conversations qu'il aurait avec Melody Ferris à l'avenir. Cette balle est complètement à bout de souffle, bébé. Je le sais. Je sais que t'es morte de peur, moi aussi. Je peux t'assurer qu'il n'y a rien dans cette maison. Est-ce que tu t'es débarrassé d'une arme à feu? Il n'y avait pas d'arme. Pourquoi es-tu si certain que les flics n'ont rien trouvé? Parce qu'il n'y avait pas d'arme. Shahid sait qu'il l'a fait? Non, je ne sais pas. Non. Secteur Nursery? Non. Non. Qui aurait pu faire ça? Je ne sais pas. D'accord. Et donc, ça va pas m'embrouiller. Mais je me souviens que tu as dit qu'il était sur le tas à brûler. Mm-hmm. Est-ce que tu mentais à propos de Scott? Est-ce que Scott, est-ce que tu penses que... Moi non, mais dis-moi ce qui s'est passé. Je peux te dire qu'il n'y aurait pas dû y avoir autant de dégâts qu'il y en a eu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce corps n'aurait pas dû être brûlé. Alors qui l'a brûlé? Je pense que Scott l'a fait. Je sais juste pas quoi dire ou le pas dire, tu vois, si on se fait tous les deux enfermer. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Les détectives montent leur dossier, ils rassemblent des preuves, et près d'1 an après le meurtre de Gary Ferris sur sa propriété, Melody est arrêtée. C'est un moment que la famille Ferris attendait depuis longtemps. Le lendemain, j'ai reçu un appel, ils disent « Nous avons arrêté votre mère ». C'était le plus grand soulagement que j'ai ressenti.
Ce procès a été extrêmement éprouvant émotionnellement, à cause de la famille, des personnes impliquées et simplement de sa nature unique. Personne ne gagne dans les procès pour meurtre. Personne. Tout le monde aimerait recommencer en remontant le temps. Le 7 octobre 2024, Melody Faris et seulement Melody Faris passe en jugement. Les chefs d'accusation, meurtre intentionnel, homicide commis lors d'un crime, agression aggravée, dissimulation de la mort d'autrui et fausse déclaration. Lorsque les procureurs examinent l'inculpation pour meurtre, ils se demandent souvent s'il y avait une intention ou non. En Géorgie, il existe une infraction de meurtre intentionnel. Le meurtre intentionnel, c'est l'intention de tuer. L'homicide commis lors d'un crime, c'est le fait de tuer. Inutile de vous demander si Gary a été assassiné. Il l'a été. Vous n'avez pas à vous demander, est-ce que Gary Ferris a été brûlé sur un tas destiné à être brûlé? Il l'a été. La question à se poser, c'est qui a fait ça? Quand on resserre le cercle, pas de vol, pas d'intrusion à domicile, pas d'ennemis, pas de rage au volant, rien de tout ça. Quand on resserre le cercle dans une affaire comme celle-ci, mari et femme, la femme tue le mari meurt. La réponse à la question « qui l'a fait ?» se trouve juste là. Melody Walker Ferris. Face à la tromperie et au mensonge dans cette affaire, cela indique qui l'a fait. Quand vous voyez l'occasion, les moyens et le mobile. L'argent, le sexe, nouvelle vie. La vérité. Aussi triste que cela puisse être, aussi difficile que cela puisse être, c'est que l'accusé a assassiné et profané son propre mari. La défense de Melody veut que le jury comprenne qu'il n'existe aucune preuve directe, seulement des éléments circonstanciels. Et elle soutient que, dès le début, la police avait des œillères et ne se focalisait que sur elle. Vous allez voir, d'après les preuves dans cette affaire, que dès le premier jour, l'enquête, tout ce qui a été fait dans cette affaire a été spécifiquement orienté pour tenter de condamner Melody pour la mort de Gary Tars. C'est simplement la solution de facilité. Vous savez, il est facile, vous savez, de vraiment se concentrer sur le conjoint. Quand on parle des questions sans réponse sur comment on en est arrivé au tas de déchets à brûler, où est l'arme? Où sont les balles? Où sont ces choses simples que nous devrions pouvoir trouver? Oui, nous sommes ici avec Melody Shores, meurtre intentionnel, meurtre lors de la commission d'un crime, agression aggravée. Alors, mesdames et messieurs, quand il y a des questions sans réponse dans une affaire comme celle-ci, la seule réponse possible, c'est non coupable. Une autre grande question sans réponse est qui a déplacé le corps de Gary? L'accusation et la défense ont présenté plus de 40 témoins, y compris le fils de Gary et Melody, Scott Ferris. Écoutez, les deux parties savent que le jury va se poser des questions sur sa prétendue implication, sur ce qu'il savait vraiment. Et s'il a aidé sa mère après les faits. Regardez-moi. As-tu fait quelque chose pour aider ta mère à se débarrasser et à brûler ton père? Absolument pas. Dis-moi, je ne le suis pas. Moi. Comme je l'ai dit, j'aime mon père. Il était le pilier. Il était le ciment de notre famille. Laisse-moi te poser une question. Tu mesures combien? 1m98, je sais. Et combien tu pèses? Actuellement, environ 127 kilos. Vous comprenez que vous êtes la seule personne sur la propriété qui aurait pu physiquement faire ce que le bureau du procureur et l'État allèguent que votre mère a fait. Cela m'est venu à l'esprit de nombreuses fois à cause de ma taille et de celle de mon père. Oui, on allait me regarder comme ça. Voilà, mais j'avais rien à voir avec ça. Mais juste au moment où l'accusation s'apprête à clore sa présentation, quelque chose arrive. Cet appel téléphonique qui change la donne. Et soudain, ce procès bascule complètement. J'ai en fait reçu un email du capitaine du CID avec une pièce jointe. Il n'y avait rien dans le corps du mail, juste une pièce jointe, et c'était un MP3 intitulé Martha Barton. Cette affaire a eu l'un de ces rebondissements qui n'arrivent pas très souvent. Martha Jane était la cousine au second degré de Melody Ferris.
Melody venait en voiture pour aider Martha Jane. Fait intéressant, Martha Jane était aussi la belle-mère de Rusty Barton. Ici Martha Barton, à Tullahoma, dans Tennessee. Comment allez-vous, madame? Eh bien, j'ai le cœur lourd. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis sûre que vous êtes très au courant de l'affaire de Melody Ferris qui se déroule en ce moment. Je le suis. Mon mari m'a offert un revolver 38 spécial à canon court. Je lui ai même acheté un 357 Magnum pour Noël, une année. J'étais très faible un jour quand elle était ici. Et je lui ai dit où se trouvaient plusieurs choses que je n'aurais pas dû. Mais elle avait une façon de... Eh bien, elle faisait partie de la famille. Et je lui ai dit où se trouvaient ces deux armes. Eh bien, après son arrestation, le 357 Magnum était là. Mon 38 spécial avait disparu. J'ai aussi fouillé toute cette maison pour vérifier. Je veux dire, je ne suis pas sénile. Je suis en très mauvaise santé. Mais ce pistolet a disparu. Il m'est arrivé d'avoir des situations dans mes procès où tu te dis, c'est un peu comme Perry Mason ou peu importe comment tu veux appeler ça. L'arrivée de Martha Jane au procès a été un choc pour tout le monde. Je pense que ça a eu un gros impact sur le jury. À part l'accusé, avez-vous dit à quelqu'un d'autre où se trouvait votre pistolet? Non. Quelqu'un savait-il que vous appeliez Colin Long? Non, In. Avez-vous eu l'impression que vous deviez absolument en parler au jury? J'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Quand Martha Jane Barton s'est manifestée, cela a mis une arme entre ses mains, ce dont nous ne disposions pas auparavant et dont le jury devait être informé. Après presque 4 semaines de témoins, de preuves et de témoignages, les deux parties sont prêtes à présenter leurs arguments finaux. Cette affaire concerne Gary Wayne Ferris. Et vous êtes ici parce que Melody Ferris lui a tiré dessus, a caché sa mort en le mettant sur un tas à brûler sur leur propriété. Comme s'il était un déchet. M. Ray ou M. Weaver viendront ici et diront que nous n'avons que de graves soupçons concernant Melody. Elle était presque là quand il est mort. Non. Nous en avons bien plus que ça. Ce qu'ils ont, c'est un sérieux soupçon concernant Scott qui repose sur des spéculations et des conjectures. Nous sommes ici parce que Melody est assise sur cette chaise. Et nous avons prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que c'est elle qui a assassiné Gary Ferris. Elle a brûlé les restes de l'homme qui était son mari depuis presque 39 ans dans l'espoir de faire croire à un accident. Tout cela parce qu'elle voulait son argent et une vie avec Rusty. Les preuves et la loi exigent un verdict de culpabilité dans cette affaire. Pour avoir tiré sur tuer, déplacer et brûler Gary Ferris, ce n'est pas une tâche facile. Cela crée un doute. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Et ce n'est pas Melody Ferris. C'est Scott Fierce. Il est assis ici aujourd'hui. Le jury a seulement appris que la scène du crime était au sous-sol de la maison. Et c'est ce que j'essayais de montrer au jury, qu'il était vraiment impossible pour une femme de 54 kilos de déplacer un homme de plus de 136 kilos. J'affirme devant vous, mesdames et messieurs les jurés, que parce que vous ne pouvez pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, ils n'ont pas prouvé cette affaire. Au-delà de tout doute raisonnable. Et je vous demande de bien vouloir respecter votre serment et de déclarer ma cliente Melanie Walker Ferris, non-coupable. Après près de 14 heures de délibération, le jury revient avec un verdict sur les 5 chefs d'accusation. Mais voici comment il procède. Il commence en fait à l'envers. Il débute par le 5e chef d'accusation, avoir fait une fausse déclaration. Nous, le jury, pour le 5e chef d'accusation, l'accusé est déclaré coupable. 4e chef d'accusation, dissimulation du décès d'autrui. Nous, le jury, pour le 4e chef d'accusation, déclarons l'accusé coupable.
troisième chef, agression aggravée. Nous, le jury, concernant le troisième chef d'accusation, déclarons l'accusé coupable. Enfin, les deux chefs d'accusation restants, meurtre avec préméditation et homicide commis lors d'un crime. Nous, le jury, sur le deuxième chef d'accusation, déclarons l'accusé coupable. Et nous, le jury, concernant le premier chef d'accusation, déclarons l'accusé coupable. Nous recevrons de bonnes nouvelles aujourd'hui. Enfin. Obtenir, vous savez, justice pour mon père. Et nous l'avons fait. Et une fois qu'on entend le mot « coupable », c'est comme si tout le monde savait maintenant ce que je sais et ça a tout confirmé. Avant que la sentence ne soit prononcée, les enfants Farish soumettent cette déclaration qui est lue à voix haute par le procureur Frankish. Votre honneur, depuis que notre père nous a été enlevé, nos vies sont remplies d'un vide insupportable. Chaque jour est un rappel constant de ce que nous avons perdu. Gary était un père, un grand-père, un frère, un oncle, un ami et un collègue pour beaucoup. Son rire et sa chaleur nous manquent et sa présence dans nos vies. C'est une douleur qui ne disparaîtra jamais. Cette perte est amplifiée par la trahison de la confiance que nous avions en notre mère. Apprendre que celui qui a causé cette souffrance à notre famille était la personne en qui nous avions le plus confiance est une blessure inguérissable. Aucune peine ne ramènera jamais notre père, mais une punition juste peut offrir un semblant d'apaisement et empêcher une autre famille de vivre cette douleur inimaginable. Et puis Mélodie elle-même a l'occasion de plaider sa cause. Le monde de ma famille a été complètement détruit par une seule personne. J'ai attendu des années pour faire cette déclaration à tout le monde. Je veux que le monde sache qui a fait ça. Non seulement je n'ai pas fait ça, mais je sais qui l'a fait. Je sais que Scott a tué son père. Je savais qu'elle proclamerait son innocence. Mais je ne savais pas qu'elle allait régurgiter les mensonges et les contre-vérités que ses avocats ont essayé de présenter comme des faits devant le tribunal. Tu critiques encore ta famille. Sincèrement, quel est ton problème? Scott, c'est impardonnable. Je supplie qu'on rende justice à Gary. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour la famille de Gary. Et je vous supplie d'annuler ce verdict. Soyez le 13e juré. Aidez-nous à obtenir justice. Malgré les efforts de Mélodie, elle n'a nulle part où aller. Le législateur s'est exprimé et la peine pour meurtre est la réclusion à perpétuité. Une peine à perpétuité signifie au minimum 30 ans. Avant que votre demande de libération conditionnelle puisse être examinée à ce stade. Je reconnais que cela représente probablement une peine à perpétuité pour vous, mais vous aurez l'espoir et la possibilité de libération conditionnelle. Nous ne sommes pas obligés, et le ministère public non plus, d'avoir un mobile. Mais franchement, nous voulons savoir pourquoi. En Géorgie, en l'absence de testament, et aucun testament n'a été retrouvé, les biens reviennent au conjoint. Mélodie avait tout à gagner. Je pense qu'elle croyait, au plus profond d'elle-même, qu'elle voulait être mariée à Rusty Barton, mais elle voulait tout l'argent. Elle voulait pas la moitié de l'argent ou ce qu'elle aurait obtenu lors d'un divorce. Je soupçonne qu'il s'agissait d'une exécution préméditée de mon père. Je n'ai jamais pensé Que j'allais un jour être heureux à nouveau. C'est pas vrai. Avec de l'aide, du temps et simplement du soutien en général, il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous adorions absolument notre père. C'était un homme hors du commun. Il avait un sens de l'humour fabuleux et il nous manque énormément à tous.